sur la côte atlantique au début du XXe siècle, quand n'existait ni vedette rapide, ni filet pélagique, quand la marche ou le vélo étaient les seuls moyens de locomotion, quand la vie ne se résumait pas à une lutte perpétuelle contre le temps, des hommes, à la seule force de leurs bras, partaient des rivages du bassin d'Arcachon, franchissaient ces dangereuses passes pour aller poser leurs filets le long de la côte aquitaine. Leurs enfants et petits-enfants ont à leur suite, pendant des années, pratiqué cette pêche. C'est une pêche qui a complètement disparu, comme l'ont dit les anciens. Il n'existe pratiquement aucun document photographique, ou très très peu, infime, c'est infime, la documentation qui existe. Les pêcheurs deviennent de moins en moins nombreux. Je l'ai commencé, moi, ça devait être... c'était au moment des sorties des criquets. Quand les criquets sont arrivés. Moi, j'ai commencé en 1948, j'avais 14 ans. Oui. Puisque j'ai toujours fait ce métier. Je suis fils et petit-fils de pêcheurs à la Grande Seine, dans l'équipage du Pelut, assez célèbre sur le plan local. À la Teste, il y avait 4 équipages. Voilà. Il y en avait 2 au ferré. Allez. Il y en avait un Au canon. Et il y en avait énormément le long de la côte, c'est-à-dire à Conti, Mimizan, Conti, il y en avait un au nord, vers Vannaille par là, ou plus au sud. Tout le monde avait des chaffres. Pourquoi, je n'en sais rien. Chez le Pelut, c'était pareil, tout le monde avait. Il y avait le tachon, il y avait la benze, il n'y avait que des noms comme ça. Fillon, il n'y avait que des noms. Il y en avait, par exemple, il y en avait un qui s'appelait La Grigne, dans l'équipage du col. Pourquoi on l'appelait La Grigne? C'était pas misérable, il était misérable, on l'appelait La Grigne, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il devait avoir une grigne. Une grigne, c'est un morceau de pain sec. Alors, comme il était misérable, il avait souvent du pain sec, c'est pour ça qu'on l'appelait La Grigne. L'homme de barre, c'était Henri Guignac, qu'on avait nommé le Vitiot. On avait l'homme de glas, on avait le Tachot. Le Gros Cousteau, on l'appelait Nénès. Derrière, il y avait Pinson, c'était Michel Hudon. Pourquoi on l'appelait Pinson? Je n'en sais rien. On avait Roger Vignac, qu'on appelait Ratichon. Et il n'avait pas de chaffre, mais il avait un tic. Ah oui. Et il faisait, quand il y avait un peu de mer, il faisait... il claquait la langue, tu vois. Le surnom de la pipe, c'est arrivé une fois, dont il pêchait beaucoup la sardine, le grand-père, à l'océan. Et un jour, ils sont arrivés, c'était au mois de septembre, au moment des équinoxes. La mer avait forcé beaucoup et ils ont voulu rentrer quand même avec leur bateau à rame et à voile. Et puis la pinassotte a chaviré et le grand-père avait toujours la pipe à la bouche. Quand il a été repêché, il avait toujours la pipe à la bouche. Voilà pourquoi on l'appelait la pipe. Que celui qui ne savait pas nager, il savait très bien qu'il prenait des risques, plus grands encore que les autres. Parce que des fois, ça arrivait que de la pinasse, moi je me suis fait déborder et tomber au large, mais comme moi je savais nager, j'ai rattrapé la côte. Mais il y en a... Je pense que c'était un petit peu avant les années 60, dans les années 60 pratiquement. C'était pratiquement la fin de la pêche à la Grande Seine, puisque les équipages ont été dissous par la suite. Il fallait une pinasse de côte, c'est-à-dire ce qu'on a parlé tout à l'heure, une bâtarde. C'était une pinasse qui faisait à peu près 10 mètres. Oui. Disons 2 mètres. C'était le même style que les pinassottes que l'on voit. Là, il y en a une petite jaune là. C'est le même style, comme grand, ça, plus grand. On avait 4 bancs, dont 8 rameurs. Les rames étaient quand même des rames assez solides. Il y avait de beaux avirons. Oui, les 50 avaient des belles pelles parce qu'on allait chercher des coups de mer. Il fallait être aguerri. Un groupe de passionnés perpétue cette pêche le long de la côte landaise, à l'ité mixte. Il possède le dernier bateau encore en service, une pinasse à rame qui effectue quelques sorties dans l'année. À l'avant monte l'ancreille. C'est l'homme préposé à mettre l'ancre à l'accostage. Ensuite, on a le 3e banc de nage. Le 3e banc de nage occupé par 2 rameurs.
le deuxième bandonnage de rameurs également, et le premier bandonnage avec également 2 rameurs, en règle générale les plus confirmés, parce que c'est eux qui donnent la cadence pour manœuvrer l'embarcation. Et c'est les hommes du bord qui répliquent le plus rapidement aux ordres du pilote. Et le pilote, que l'on trouve donc à l'arrière, il a un aviron de queue beaucoup plus long. Et en plus, il fallait le filet. Le filet, c'était une scène, une grande scène, avec des mailles quand même assez grandes, parce qu'on pêchait que du gros poisson. Et elle faisait 250-300 mètres. Avec des hauteurs, la hauteur, c'est-à-dire la tombée, de 3 mètres au sac, 3 mètres 50. Même 4 mètres, parce qu'on posait à un moment, il y avait l'eau, 4 mètres à peu près de profondeur. Le poisson très loin, et puis distinguer les vastes. Alors ils pouvaient nous dire si c'était une vaste de brigne, de mule blanc ou de maigreau, lui. Et il y avait des couleurs. Et comme quand le poisson passait dans les pêtes de mer, ils nous disaient ça c'est des brignes, parce que la brigne longeait le truc, et le mule blanc partait à terre. La journée de pêche débutait la veille. Un homme partait observer la mer pour savoir si elle serait ou non côtière. La décision de partir tôt le lendemain se prenait à ce moment-là. Pas de météo marine à cette époque, mais une observation et une connaissance transmises au fil des générations. Mon père voyait si la mer était côtière à 2 pas de Mascaret, c'est-à-dire que lorsque la petite vaguelette, la dernière vaguelette arrivait, si elle couvrait sur 2 pas à peu près, la mer était côtière. Alors on venait, on descendait là, et puis on voyait la mer, on restait un grand moment parce que c'est changeant la mer, hein. Tu sais, il y a un petit moment, tu te semble qu'elle est belle, et puis tout d'un coup tu vois arriver des grosses... Ça lève. Alors on attendait, on la jugeait, on voyait, un changement de marée. Alors là on dit c'est bon pour demain. Alors là on allait avertir les hommes et le lendemain on partait. Si la mer était belle, ils prenaient sa conque et maintenant ils sont en voiture, mais à l'époque, et ils passaient dans tous les quartiers avec la sonnerie et tout. Mais ça s'entendait la nuit très bien, hein, ça vous réveillait au lit. Même que vous soyez en train de dormir, ça vous réveillait. Parce qu'ils s'arrangeaient les pilotes pour passer à côté des maisons où ils savaient qu'il y avait des pêcheurs. Et ça... Mais la nuit, ça résonne. Hein. Il n'était pas question, par exemple, pour mon grand-père, le Pelut, d'aller dans la forêt chercher du bois pour se chauffer la cheminée. Il venait à la voile et à la rame faire du bois au bord de la plage, les pins morts, d'ailleurs on les voit, qui sont tombés lorsque la dune recule. Et évidemment, ils venaient faire leur bois ici. Ils préféraient par la mer que louer un cheval ou une mule ou une charrette et devenir terriens. Ça, ils ne voulaient pas venir terriens, ils étaient toujours des hommes de la mer et ils faisaient la pêche mais aussi en provision de bois par la mer. Ils étaient venus charger leur pinassotte à la rame et à la voile et puis en repartant ils étaient tombés sur une belle piole de vent nord-ouest. Et puis ils avaient chargé pratiquement les 3/4 du bois. Donc quand ils sont arrivés, au lieu d'avoir 4 mètres cubes de bois, ils n'avaient plus qu'un dans la pinassotte. Et ils avaient passé toute la journée. Voilà. Donc c'était pas très rentable. Enfin, L'équipage était un peu... c'était pas forcément des pêcheurs. Non, c'était pas des pêcheurs. Non. Et le grand-père maternel, lui, il était résigné. Donc il travaillait les pins, hein, c'était un terrien. Hein. Il venait de la région des Landes, le Souston. Et lui, par contre, quand il y a eu un marasme dans la sylviculture, il a fait la pêche. Mais l'autre grand-père, il n'aurait jamais pratiqué une activité terrienne, ça c'est clair. Alors, ils passaient dans la forêt aussi, alors les résignés, dès qu'ils entendaient, ils posaient le hachot, les bûcherons, ils posaient le passe-partout et les pelles et les haches. Et tout le monde se réunissait ici, en vélo. Alors on partait à minuit, on sortait le mat de nuit, il fallait vraiment que la mer soit belle, on faisait route.
longeait la côte avec la pinasse à moteur. Et on tirait en remorque cette pinasse qui était, on appelait ça, pourquoi ils avaient appelé ça une bâtarde, parce que c'était entre la pinasse et la pinassotte. On allait jusqu'à la Pointe de Grave, d'ailleurs on a eu remisé au Verdon, et au sud le Vieux Boucau, Cabreton, jusqu'à Cabreton, et sitôt le jour, allez, on longeait la côte pour détecter les bandes de poissons. Bon, il arrivait qu'on ait la chance de trouver un banc, alors on s'arrêtait en route, parce que mais quand on ne trouvait rien, on allait très sud ou très nord. Vous voulez y aller, vous, avec la traction à bras? Ça faisait trop loin. Hein. On pêchait sur nos 9 km à peu près de côte. Le pilote, il est sur la pinasse. Il a le filet à côté de l'huile. Il lance ce qu'on appelle le bouteillot. Il lance ce petit bout ce bouteillot. Un pêcheur le prend et voyez, il est accroché à une corde. Cette corde ici. Cette corde elle-même est accrochée au filet. Vous suivez là? Il lance ça se déroule, et le voilà parti en mer. Il fait un arc de cercle, avec le filet, il fait un arc de cercle. Comment faire à cheval. Il fait à peu près, il va chercher, vous voyez, 300 mètres, il va chercher 150 mètres en mer, et il revient à la côte. Et à chaque bout, il y a les gars qui sont restés à terre, qui tirent le filet. Il y a eu 3 ou 4 années, ça devait être en 52, 53, 54, à peu près à cette époque, où les maigres sont arrivés avec des courants chauds, d'eau chaude. Ça arrivait des courants qui arrivaient d'Afrique, qui avaient amené tous ces poissons, et il y avait des boules de poissons terribles. On était au sud. On était à peu près à une demi-heure de route après les maisons rouges de Biscarrosse. On était là, il y avait une basse de poissons, où il devait y avoir, je ne sais pas, mais 300, 400, 500 quintaux de poissons. À ce moment-là, c'est toujours pareil, dans la pêche, le quintot, c'était 50 kg. C'était pas 100 kg, c'était 50 kg. On avait posé notre filet, on avait taillé dans le morceau. On avait taillé, disons, dans le morceau. Je ne sais pas combien on avait fermé, peut-être 200 quintaux de poissons, peut-être 300 quintaux. Alors, quand ce poisson est venu à terre, qu'il s'est senti pris, il a eu la folie. Alors là, ça partait de partout. On voyait les poissons de sauter, mais on disait, mais où est notre filet? On croyait toujours voir la boule de poisson au fond du filet. Mais quand on a ramené les filets, il n'y avait que des trous. C'est-à-dire on a ramené les cordes du haut avec le liège et les cordes du bas avec le plomb. Et on avait réussi à attraper 14 quintaux de poissons qui s'étaient échoués. C'est-à-dire que l'eau montait, c'était de flot, et puis on n'avait pas le choix, il fallait poser ou la laisser partir. On a posé, et bien sûr plus l'eau montait, plus le banc de sable se couvrait, et plus on perdait de poissons. Ah ben oui. On a perdu la quantité. Et vous avez quand même ramener 4 tonnes et demie. Oui. 87 quintaux, je crois. Le maigre était très épais, tu vois. La boule n'est pas formidable, mais il se tient tout en épaisseur. Et alors là, quand on a fermé sur 2 cordes. Alors ça fait loin quand même. 2 cordes, c'est qu'il faisait à peu près 100 mètres. 100 mètres, oui. On a amené ça à 50 mètres de la côte. Du rivage. À un moment donné, tout ça s'est levé, où il y en aurait dit un train de marchandises qui partait. C'était des maigres qui faisaient une moyenne de 25 à 30 kg. Et puis on nous a dit, on va faire une pâte de chien, à ce moment-là, Pascal m'a donné le bourdon. On est parti à la nage pour fermer, on a fermé tout ça, et à un moment donné, il m'a foutu un peu sur la tête, il m'a assommé, enfin, je me suis remis de suite, parce qu'il était un peu nerveux, lui, Pascal. C'était un masque. Et alors, quand on a fermé, quand on a doublé, là, eh bien, on en a gardé, je crois qu'on en a gardé 35 quintaux. Il a fait faire des caisses spéciales chez l'église, où on mettait un maigre ou 2 maigres dans une caisse. On avait été chercher la circulaire avec son père, et on coupait les têtes de maigre à la circulaire. On se le portait à dos d'homme. On mettait les cirés, on avait des trezous, c'était 2 bouts de bois, avec un grand filet, on mettait dedans 20 kg de poisson, on mettait ça sur la tête et on rentrait la cabane avec ça. On en avait une dizaine, comme ça. Ils étaient plus grands, les petits. Ah, ils étaient plus grands. On a vu des beaux bancs de poissons, des beaux coups de pêche, mais souvent on revenait sans rien. Les hommes se mettent comme ça,
un devant et derrière, et on charge des morceaux de filet dessus pour que ça soit moins lourd, parce qu'un filet comme ça, on ne peut pas le porter là. Et alors il le monte en plusieurs. Alors ça fait à peu près 10 hèches, 10 paquets si vous voulez. Vous voyez, il ne manque pas de 300 mètres, il y a 300 mètres à ramasser. Pas de bouton à la pêche. Pas de bouton à la pêche. Il restait ensuite à partager le poisson. Les méthodes étaient semblables partout. Certains s'y enrichissaient, la plupart se contentaient d'y trouver leur bonheur. C'est une pêche qui était magnifique, qu'on n'a pas continué parce qu'on pêchait beaucoup de mule blanc au mois de septembre, au passage, et ce poisson n'avait aucune valeur. Parce que c'est malheureux, il n'y a que des gens pauvres, et vous allez dans un étal de poissons, les cousputes, ou les poissons, les mules blancs, à 20 francs le kilo, ça ne se vend pas, les sols, à 110 francs le kilo, ça se vend. Ça a toujours été. Les maigres, quand on a fait ces gros coups de maigre, ça se vendait 60 centimes. Qui t'as le souvenir? Les bars, la Brigny, oui, on les vendait. Je crois quand on avait fait le beaucoup, là, que je comptais tout à l'heure, on les avait vendus 9 francs le kilo. Comme avait dit la femme d'un copain une fois, qui était ostréiculteur, il perdait du temps. Elle a dit alors pêche à la côte. Ils y vont pour déconner, parce que quand ils ont tout compté, ils ne se sont pas gagné une boîte d'allumettes. On avait mis un coup de filet, on avait tapé dans un morceau de basse de poisson qui descendait, on avait attrapé 60 quelques tours. Et je m'étais acheté une belle mobilette, suspension et tout, je m'étais gagné dans la nuit. Alors, c'est pour faire un rapport de la valeur de l'argent par rapport à maintenant, je ne sais pas, moi une mobilette, ça va valoir 5 000 balles maintenant. Oui. Et bien j'avais gagné ça dans la nuit. Sur le total, on sortait les frais. Après, on sortait le quart. Après, il y avait une part par homme et une part pour la pinasse qui remonte. Il va à tous les pêcheurs. Bon, moi, je mets ça. Un bout de bois, un bouchon. Un autre même couteau. Voilà. Je sais pas. Un autre couteau, mais pas le même. T'as rien à mettre, toi, le petit bouchon. Là. Alors, si on est 25, il y a 25 plus 2 parts. Le dernier qui arrivait, qui n'avait rien vu, qui ne connaissait pas du tout les parts, il arrive, on lui dit, tiens, tu as le chapeau là, tu distribues. Alors il commence. Un couteau au pinel. Allez, hop, hop, en face de la part. Automatiquement, le pêcheur, il entre. Un caillou, en face d'une autre part. Le gars du caillou, il se met en face. Après, un porte-clés, etc. Tant qu'il y a des objets dans le chapeau là. Voilà. En principe, c'est un chapeau, c'est un béret. Oui, celui-là, il est devenu un peu, oui. Voilà. Comme ça, il n'y a jamais de chicane. Pour atteindre les lieux de pêche, les équipages partaient de la Teste ou d'autres petits ports alentours. Ils devaient gagner la sortie du bassin. Certains avaient préféré construire des cabanes à la pointe du Cap Ferret, où ils résidaient plusieurs jours. De là, l'océan était tout proche. Avant la guerre de 40, mon grand-père avait déjà fait édifier pour la même pêche une cabane qui se situait à peu près à la Croix des Marins, au Cap Ferret. Mais durant la guerre, les Allemands l'ont détruite et mon père a eu donc l'autorisation de reconstruire cette cabane en 1947 entre la pointe du Ferret et Hortense. Durant mon adolescence, cette cabane était située à peu près à 200-250 mètres de la plage donnant sur le bassin. Et en pratiquement 30 ans, l'érosion était telle que l'eau a failli l'emporter. C'est pour cette raison qu'elle a été donc démontée et transportée ici. C'est sûr que c'était une vie pratiquement de rêve, de Robinson Crusoe, parce qu'il y avait pratiquement peu de monde sur la presqu'île du Cap Ferret. Il n'y avait presque personne. Je vais te dire, dans les 44 hectares qui sont bâtis maintenant de super villas, on allait faire du bois. Là-bas, il y a des parfums, il y a une calme. C'est une côte qui est merveilleuse. C'est une côte qui est merveilleuse. Moi, je me rappelle à Mme Berguin. Les pêcheurs étaient connus comme loup blanc. Elle avait 2 filles à ce moment-là, elle devait avoir 35 ans. Mon petit Jacques me disait toujours, moi j'avais
J'avais 15-16 ans, tu vois. Il fallait le soir qu'on repartait à la pêche, aller les chercher. Ils n'avaient pas été à la maison, hein. Ils étaient encore dans le bistrot. Hein. Alors, ils avaient joué aux cartes, ils buvaient du vin blanc. Oui. Ils ne se saoulaient pas automatiquement, hein, des mais fois quand même. quelques heures, oui. Il y en avait un qui était rentré, et puis comme il y avait beaucoup de pain quand même dans la presqu'île, pour rentrer les pêcher berriens, il s'était heurté à un arbre et il avait un œil au beurre noir. Et le lendemain, ou quelques jours après, quand ils sont rentrés à la Teste, il avait dit, surtout, si ma femme vient me chercher, dites que j'ai reçu un plomb de la fune de dessous en déchargeant le filet, hein, surtout dites ça. Et que je l'ai pris dans... Après ça arrive, vous savez. Premièrement, moi c'était l'adolescence, je découvrais le monde des hommes, tout ça, c'était sympa. J'adorais la pêche, j'adorais la chasse, et parce qu'on pêchait la nuit, mais on chassait le jour. Il passait des grives, il passait des tourterelles, il passait des palombes à la pointe. On était juste en bordure des 44 hectares, en bordure de la piste en ciment. Et alors évidemment, on pêchait la nuit et le jour, dès qu'il faisait jour, on ne dormait pas beaucoup. Hein. Au lieu d'aller à l'école, ils s'en allaient ou à la chasse, ou poser des pièges, ça dépendait des saisons. Les filets. Le mandrake. Au fil des conversations, un nom revenait sans cesse sur les lèvres, Jeannot Lucine au Cap Ferret. Il ne faisait que ça. Ses talents de dénicheur de poissons forçaient le respect et l'admiration des anciens. Les ostréiculteurs étaient sur les parcs. Alors il embauchait le charcutier, il embauchait le charpentier, il embauchait des estivants, des gars du sémaphore qui allaient avec lui. À 3 ans, on appelait le mandrake. Pourquoi? Parce qu'il était malin quand même. Hein. Oui. Parce qu'il était braconnier. Ouais, mon beau-père est mort à 56 ans. Hein. Ouais. 56 ans, et puis après, il a pris la suite. Moi, oui. Ouais, moi ça bardait. Hein. Oui. Je rigolais pas. Hein. Je me souviens, allez, oui. Oui. Quand on attrapé les mecs, c'était des filets de chalut. Ah, les filets de chalut, oui, des sacs à chalut. Il défonçait, parce qu'il y en avait de 15, 20, 30 kilos, les gosses. Hein. Les femmes me disaient à la Teste, comment ça se fait, il a attrapé 95 tonnes, il a attrapé. On était passé trop tard, le poisson était des piguets brillaient le blanc. Ah, oui. Alors, ils ont été quand même, ils ont su. Il a dit c'est pas possible, il a attrapé sa poisson, il n'a pas pris la pointe. Ils ont été voir sur les bancs partout pour voir s'ils trouvaient les écailles. Ils ont trouvé les écailles dans le trou, quoi. Il y en avait comme ça, des écailles. C'est pas tout le temps, mais on faisait des coups terribles. Oui. 15 tonnes, 20 tonnes. 20 tonnes, ça avait vendu 40 francs le kilo. Et quand je l'ai vu, j'étais en train de me casser une œuf dur sur le pont de la Rapinasse. On disait que ça portait malheur. C'est des souvenirs, ça, je m'en souviens. Oui. Très bien. Quoi. Il y en avait. On a posé dedans, on a fermé dedans, on est revenu dedans. C'était que des poissons, que des nègres. Elles étaient sur l'eau ou au fond? Au fond. Entre deux eaux. Entre les eaux. Juste devant ce Viraillant. Ah oui. Je pleurais sur la plage. Quand ils ont vu ça. Un équipage de Viraillant. Ouais. Oui, ça c'est Lucine qui rentre au ferré là, chargé de maigre. Eh bien oui. Voilà. Eh oui, alors, et puis ça c'est sa pêche. Il est là d'ailleurs Lucine, oui. Voilà. Jeannot. Il n'y a plus que celui-là, David. De plus maintenant. On dit aux autres où il faut passer. Vous voyez, moi mon travail, c'était de fourbir l'encre. Vous savez, je l'ai nettoyé, qu'elle lui un peu. Voilà le premier travail qu'on nous faisait faire. Ah oui, On disait en patois roubi l'encre. Quand il arrivait un jaune, un bleu, oh, mais que sort di buona, va roubi l'encre, te. C'était une pêche formidable que l'on n'avait jamais vue. C'était une véritable traque. C'était une véritable traque. Et c'est ce qui faisait le charme justement de cette pêche. C'était à chaque instant, c'était une aventure. Oui, c'était l'aventure. Et puis en fait, pour nous, Contis, Mimizan, peut-être Lacano, c'était pratiquement pour les pêcheurs du bassin et de la Teste, c'était une véritable expédition. Nous allions carrément dans un autre monde. C'est un virus qu'on a. Oh, c'est notre drogue ça, la pêche.
moi, ça représente les nouvelles années de la vie.